Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Que savons-nous des rapports qu'entretenaient les peuples de l'ouest de la Takora dans l'histoire? C'est une interrogation tout à fait légitime en ce moment même, alors que nos peuples sont silencieusement entraînés dans une guéguerre politisée. Dans cet entretien qui m'est accordé par l'archéologue Didier Nda, notre entreprise a consisté à puiser dans l'histoire de ces peuples des éléments de réponse à cette potentielle crise. L'historique des relations socio-économiques qu'entretenaient les peuples de l'ouest de la Takora nous en dit long sur la cohésion qui existait entre ceux-ci. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre cet entretien réalisé par moi-même William Kusando Yuka sur Carrefour du Koutamakou. Professeur Didier Nda, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour cette nouvelle occasion que vous m'offrez de m'entretenir avec vous. Oui, merci. Oui. Nous sommes à Nati Tengou. Oui, à Nati Tengou. J'espère que vous passez un bon séjour. Oui, ça se passe très bien. D'accord. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une grande importance, en ce sens qu'il nous amènera à puiser des ressources dans notre histoire pour apporter une solution à un problème qui semble prévaloir actuellement. Je veux parler un peu de l'ethnocentrisme. Et donc le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est celui des relations que ces peuples de la Takora Ouest entretenaient dans l'histoire. Et déjà, ma première question, vous l'avez certainement dit dans une interview que vous m'avez accordée il y a quelques temps, mais je voudrais quand même que vous rappeliez le contexte dans lequel ces différents peuples se sont installés ici dans la Takora Ouest. Est-ce qu'ils ont migré ensemble ou est-ce que c'est pas coïncidence qu'ils se sont retrouvés ici? Oui, merci, monsieur le journaliste. Donc, comme je l'ai dit au cours d'une des émissions que vous avez animées, les peuples de la Takora Ouest sont venus par vagues successives. Donc, c'est par vagues successives, les suivants repoussant les précédents. Donc, ceux qui étaient au devant de la migration, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui les Yowa, qui sont dans la région de Djougou et qui ont progressé jusque dans la région de Djougou. Et donc après, vous avez eu d'autres peuples. Et ce qu'on sait pour les peuples vraiment de la Takora Ouest, pour être plus précis, oui. Donc il y a eu donc des vagues successives où ce qu'on sait, quand vous prenez par exemple les Waba, donc les Yowa, après il y avait les Waba, les Betamaribè avec les Bessouribè. Il y a eu par la suite donc ceux qui se sont installés plus au bas de la chaîne, donc les Natema, les Bialbè et autres, ceux qui sont aujourd'hui dans la plaine du Goma. Donc, selon donc la reconstitution historique, la plupart des peuples disent venir de l'ouest. Et ce ouest, c'est ce qu'on appelle le bassin des Trois Voltas. Le bassin des Trois Voltas. Et donc, c'est un bassin qui est à cheval entre le Burkina, le Bénin, le Togo, le Ghana et puis le Mali. Et non, le Togo et le Ghana. Donc, et dans un espace plus large de celui qu'on appelle les peuples de l'Angou qui s'étend jusqu'au Mali. Et donc, ces populations ont migré dans la Takora pour des raisons de sécurité. Et donc, c'est ce qui les liait principalement, c'était pour la sécurité. Voilà les conditions dans lesquelles ces populations-là ont migré. Et leur mode d'habitat en disent long. C'est que c'était donc de l'habitat dispersé. Donc quand ils sont ensemble, bon, ils sont beaucoup plus vulnérables. Mais comme c'est de l'habitat dispersé la plupart du temps, c'est pour vraiment maintenir la sécurité. Et ils s'étaient organisés du point de vue sécuritaire pour se défendre. Et donc voilà un peu les conditions dans lesquelles ils se sont installés. D'accord, donc ce n'est pas par coïncidence qu'ils se sont retrouvés aujourd'hui dans notre actuel territoire qui est la Takora. Non, c'était justement parce que les grands royaumes que nous connaissons, donc notamment le royaume Songhai, les derniers royaumes, le royaume Gourmatier et autres, leur faisaient la pression, qui ont voulu être autonomes en venant se réfugier dans la Takora.
Voilà un peu, c'est ce que dit un peu l'histoire. Mais c'est lié au grand royaume et aux pressions. Et quels étaient donc leurs rapports socio-économiques? En ce qui concerne les rapports socio-économiques, quand vous lisez les écrits, c'est à croire qu'ils vivaient en autarcie. Ils vivaient enfermés sur eux-mêmes. Non, pas du tout. Il y avait d'abord au niveau de l'Atakora des rapports socio-économiques entre les groupes parce que certains des groupes étaient spécialisés. Quand vous prenez par exemple les Waba étaient spécialisés principalement dans l'extraction du minerai de fer. Donc ils produisaient la loupe. Mais ils ne pouvaient pas la transformer parce qu'ils n'étaient pas des forgerons. Donc les Beta-Maribé en grande partie étaient des forgerons. Donc ils étaient complémentaires. Donc les Waba dans leur migration étaient suivis des Beta-Maribé qui achetaient la loupe de fer pour la transformer en outils. Et ces outils étaient revendus aux autres, dont encore les Waba et les autres peuples. Donc il y avait donc les Beta-Maribé, les Bertiba qui étaient des forgerons. Donc ces outils étaient revendus aux autres qui n'étaient pas des spécialistes. Donc c'était une économie complémentaire. Je prends le cas de la poterie. Donc les meilleurs qui étaient censés faire de la poterie, c'était aussi les Beta-Maribé, les Lamba, et autres. Il y avait les Lopa aussi, donc les Lamba. Et donc c'est eux qui revendaient à l'ensemble de ces peuples la poterie, y compris même en pays Tamari. Les Lamba, je me rappelle quand moi j'étais petit, tous les voyais venir avec de la poterie pour faire du troc. Donc ils étaient donc complémentaires du point de vue des échanges économiques. Ils étaient complémentaires du point de vue des échanges économiques. Quand tu prends ces cas-là, ces quelques cas, c'est que les relations socio-économiques étaient telles qu'ils étaient complémentaires. Et c'était surtout le troc en ce moment-là. Donc la plupart de ces populations-là étaient complémentaires. Quand tu prends même au niveau de la plaine, donc les Natemba, les Bialbé, où il n'y avait pas assez de forges, remontaient, et le commerce se faisait jusque dans ces pays. Il y avait des potières, des gens qui se déplaçaient pour faire le troc par rapport à ça. Donc ce n'était pas une autarcie en tant que telle, mais il y avait des échanges économiques et entre eux. Voilà un peu les relations socio-économiques. Maintenant, quand on parle des relations sociaux, du point de vue économique, ils faisaient des échanges. Mais dans les relations sociales, il y avait aussi des conflits. Mais il faut dire que ces conflits n'influaient pas vraiment sur les relations économiques. C'est-à-dire les gens pouvaient économiquement faire des échanges. Mais c'est quand les conflits naissaient. Et les conflits étaient principalement liés à la femme ou à d'autres événements qui amenaient donc à avoir des conflits. Bon, c'est des éléments sur lesquels on ne s'attarde pas trop. Oui. Mais il y avait aussi des conflits entre les peuples. Mais cela n'empêchait pas les échanges entre ces peuples? Non, pas du tout. Cela n'empêchait pas les échanges entre ces peuples, mais cela entraînait parfois des méfiances. Oui, absolument. Entraînait des méfiances, ils prenaient des mesures de sécurité et autres pour pouvoir mener donc ces échanges économiques. D'accord, professeur. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, quand on regarde de près ces peuples, on se rend compte qu'ils ont quand même des éléments culturels, socio-culturels, je dirais, presque semblables. Oui. Est-ce qu'à un moment donné de l'histoire, ou au fil de l'histoire, je dirais, ces peuples n'ont pas eu à s'échanger des éléments culturels ou même à se compléter? Oui, c'est exactement. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Je pense qu'ils doivent avoir vécu ensemble à un moment donné. Donc quand vous prenez... C'est ce qu'on appelle le continuum culturel. C'est un continuum culturel où on a à peu près les mêmes pratiques. À peu près les mêmes pratiques. Donc c'est un continuum culturel qui ne s'étend pas que dans le bassin de l'Oti-Volta, mais qui s'étend à l'ensemble des peuples de Langou. Et bon, les peuples de Langou, c'est le Mali, le sud du Mali, le nord de la Côte d'Ivoire, le nord du Togo, le nord du Bénin, et le sud du Burkina, sud-sud-est du Burkina. Et donc ces éléments-là, quand ils ont à peu près les mêmes pratiques, et dans la langue, il y a des éléments qui se ressemblent. Voilà. Quand on prend par exemple le chiffre 5 Noumoula, tu le retrouves dans plusieurs.
disent qui est Pita, tu le retrouves dans plusieurs des langues, Piga, ainsi de suite. Même à Morée, c'est la même chose. Quand j'étais au Burkina, c'est la même chose. Donc il y a un continuum culturel très fort qui lie, qui montre que ces peuples ont eu donc des brassages. Et donc les peuples de Langou doivent avoir quelque part donc des éléments en commun là. Tu prends d'ailleurs, quand vous prenez le sous-groupe Oti-Volta des Langou, les linguistes pensent qu'ils ont vécu dans des régions de montagne, dans une région de montagne qui est assimilée au Gobnangou et à la Takora. Parce que quand tu prends tous ces peuples-là, des peuples Oti-Volta, donc, du Ghana, du Bénin, du Togo, du Burkina, ils ont à peu près, par exemple, pour le nom montagne, je l'avais dit la dernière fois, c'est temps. Voilà, la pierre, c'est temps. Donc ça montre qu'ils ont vécu quelque part ensemble. Donc il y a eu vraiment un continent culturel et des brassages qui ont façonné ce qu'on appelle leur faciès d'origine. Et donc au fur et à mesure qu'ils évoluaient avec les brassages, les faciès changeaient, mais n'altéraient pas principalement ce brassage sociaux et culturel là. C'est un peu ça. D'accord, alors je vous ramène un peu à l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement dans nos rapports, surtout entre certains peuples de la Takora, il y a des infiltrations d'éléments qui sont susceptibles de diviser un peu ces peuples-là. Quand vous faites, vous qui êtes archéologue, qui travaillez sur l'histoire et tout ça, quand vous faites ces lectures-là, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne sais pas trop ce que tu appelles par infiltration d'éléments ou bien des éléments conflictuels comme ça qui opposent les peuples. Oui, bon, en tant qu'archéologue, quand vous travaillez sur ce que nous appelons la culture matérielle, vous voyez que c'est des peuples qui, auparavant, n'avaient pas vraiment des problèmes de fond et qui ne comprennent pas que dans l'histoire, ils étaient liés. Quand vous prenez la plupart des peuples de Langou, la plupart, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un continuum culturel qui avait entretenu de très bonnes relations d'échanges économiques, socio-économiques. Bon, je donne souvent le cas de Natitengo où vous avez les Waba et les Beta-Maribé. Oui. Les uns dépendaient des autres du point de vue économique. Et ça, pour ceux qui connaissent l'histoire, savent que les Beta-Maribé et les Waba se suivent avec les Beta-Maribé parce que justement, il y avait des échanges économiques. Et ça, c'est jusqu'à tout récent, dans les années 40 encore. Dans les années 40, les Beta-Maribé suivaient les Waba qui étaient les métallurgistes, donc ils faisaient le troc, payaient la loupe, venaient la transformer, vendaient donc. Et c'est pourquoi vous avez souvent les villages. Vous avez donc le territoire du Koutamakou qui est juste avec le territoire des Waba. Donc ils entretenaient de très bonnes relations économiques. Donc aujourd'hui, ça ne se comprend pas qui est donc tout ça, par exemple, en Antidem, inutilement. Bon, je l'ai dit une fois. Et donc, c'est des peuples qui ont vécu en parfaite harmonie malgré les conflits. Oui. Malgré les conflits qu'on a même entre clans, entre groupes socio-culturels. Oui, même à l'intérieur. À l'intérieur, il y a des conflits, mais qui n'entamaient pas profondément le climat social qu'il y avait. Donc c'est tout simplement savoir tirer parti de l'histoire pour un peu nous réconcilier avec nous-mêmes. Et penser actuellement, tu dis de revenir à l'actualité, c'est penser au développement socio-économique. C'est ce qui nous lie aujourd'hui. Comment est-ce que nous pensons le développement des communes dans lesquelles nous sommes maintenant ensemble? Bon, c'est un peu ça. Donc, il faut puiser les éléments du point de vue historique qui nous lient plus que les éléments qui nous divisent. C'est ça. Oui, oui, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour ça. Un mot de fin oui, non, mon mot de fin, c'est que au niveau des relations socio-économiques, il y a eu donc vraiment des échanges
des échanges vraiment très poussés entre ces communautés-là, dont nous devons tirer parti pour la Takora Ouest, pour notre cohésion sociale, dans ce contexte politique difficile, fait de divisions vraiment inutiles, quoi. Il faut savoir tirer, il faut savoir lire l'histoire pour voir ce qui nous lie, plus que ce qui nous divise un peu. Voilà un peu ce que je vais dire. L'histoire sert aussi à ça. Et c'est pour ça justement que quand on ne lit pas, quand on n'arrive pas à décrypter l'histoire, on ne comprend pas un certain nombre de choses. Bon, pour coller à l'actualité, je prends par exemple le conflit qui tente d'opposer la CEDEAO et au Niger par exemple. Mais si vous allez aujourd'hui à Monsey, où j'ai travaillé en tant qu'archéologue plusieurs fois, quand vous allez à Monsey, vous ne pouvez pas savoir qui est nigérien de qui est béninois. Parce que quelqu'un qui est béninois ici, divisé par une frontière artificielle, fait donc le mariage avec quelqu'un qui est de l'autre côté. Ils vont fêter du côté béninois alors qu'ils sont allés faire le mariage du côté nigérien. Parce que ces populations-là ont une relation. C'est la même chose avec Boukoumé. Quand tu prends les Beta-Maribé du côté de Boukoumé et de Nadoba, ah mais écoute, ceux de Nadoba viennent enterrer leur mort à Boukoumé pour faire le Difoni. C'est à Boukoumé, mais c'est les frontières. Tu te demandes s'il y a vraiment de frontières. Donc voilà, ces éléments-là font qu'on est obligé vraiment de mieux nous documenter sur l'histoire de nos populations pour voir beaucoup plus ce qui nous lie, quoi. Les frontières n'ont vraiment pas de sens. Lire l'histoire pour pouvoir orienter nos décisions, c'est un peu ce qui manque aussi un peu à la population. C'est lié aussi à la vulgarisation. Nous faisons des recherches à l'université, c'est dans les livres, mais il n'y a pas de vulgarisation. Justement. Et c'est pourquoi je salue un peu le travail que vous faites, qui pourra peut-être contribuer à cette vulgarisation. Merci pour les interviews et puis je pense qu'on aura le temps d'aborder d'autres thématiques. Absolument. En tout cas, professeur Didier Nda, c'est à moi de vous dire merci. Oui, merci. Nous avons bien compris, il faut bien lire l'histoire, tirer les meilleurs profits de cette histoire-là pour construire le présent et l'avenir. Merci encore une fois. Nous donnons rendez-vous très bientôt, peut-être pour notre émission. Ok, merci. Portez-vous bien, professeur. Ok, merci. Pas de problème.